Votre invitée à 8h14, Sonia Mabrouk, jusqu'à 9h, est la candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous, merci. Confronté à une flambée de violence en Corse après l'agression violente d'Ivan Colonna, le gouvernement, Anne Hidalgo, met sur la table en pleine campagne présidentielle la question de l'autonomie. Est-ce que ce matin vous dites « il faut s'y résoudre » ou alors c'est une faiblesse coupable de l'État ? Écoutez, d'abord, cette crise, comme les autres, pas gérée du tout. On attend des 10 jours, un peu plus de 10 jours avant que le ministre de l'Intérieur ou un ministre, tout simplement, du gouvernement ne se rende en Corse pour essayer, je l'espère, d'abord de rétablir le dialogue et stopper ces violences qui ne sont pas acceptables. Donc, comme toujours, une crise pas gérée. Et comme on le voit depuis plusieurs semaines maintenant, une volonté d'enjamber l'élection présidentielle, avec un ministre de l'Intérieur qui nous explique qu'on engage un processus long d'autonomie, mot lâché dans cette campagne à moins de 4 semaines du premier tour. C'est une façon de faire qui est extrêmement préoccupante. Parce que des problèmes, des questions, la question corse, elle n'est pas nouvelle. Il y a tout un travail qui a été fait, je pense d'ailleurs au travail qui a été fait par l'Association des régions de France, qui a adopté un certain nombre de propositions permettant d'aller vers plus d'autonomie législative, vers un statut de la Corse. Il y a un espace de dialogue républicain, il y a des personnalités comme Gilles Simeoni avec lesquelles il faut discuter. Je discuterai évidemment avec une personnalité comme lui, et tout cela n'a pas été fait. Et on nous raconte maintenant que on va se lancer comme ça, on va annoncer l'autonomie et arriver pour faire quoi ? Donc pour montrer qu'on est incapable de gérer, parce que c'est quand même ce que prouve le gouvernement aujourd'hui. Et vous nous dites, Anne Hidalgo, volonté d'enjamber la présidentielle, mais sur l'autonomie elle-même, j'aimerais avoir l'avis de la candidate que vous êtes. Est-ce que vous considérez, certains le disent, qu'on vend la République à la deux coupes, que la République est une et indivisible, il n'est pas question d'autonomie, ou est-ce qu'à un moment, vous dites, on va devoir s'y résoudre ? Moi, je pense, et je suis très décentralisatrice, qu'il faut donner des pouvoirs législatifs, des pouvoirs réglementaires à des régions, à des collectivités qui ont un statut particulier, comme la Corse ou un certain nombre de nos collectivités des Outre-mer, parce qu'elles sont dans des situations géographiques particulières, d'insularité, souvent, ou pour nos Outre-mer très très loin du continent, qu'il y a besoin de donner plus d'autonomie dans la gestion des questions économiques, des questions sociales, parce qu'il y a des réalités qui sont des réalités qui méritent de l'adaptation. Mais là, ça va plus loin. Là, on brise un tabou qui n'est pas seulement législatif économique. Vous iriez jusque-là ? Moi, je pense que de toute façon, il faut discuter, bien sûr, aller vers une autonomie qui soit législative et qu'on reste dans la République. Je suis attachée à ce que tous ces territoires restent dans la République, mais la meilleure façon de leur permettre de rester dans la République, c'est d'abord du rattrapage, parce que souvent, il y a un rattrapage considérable à faire sur les services publics et ce que la République doit à chacun de nos concitoyens sur tous les territoires, y compris la Corse et bien sûr aussi sur les Outre-mer. Et puis il y a un deuxième élément qui est pour moi un droit à expérimentation, un droit à une action qui corresponde au territoire. Et ça, je pense que ça peut se faire sans porter atteinte à l'unité de la République, sans porter atteinte finalement à ce qui nous relie, ces valeurs, et y compris sur la question de la langue. Vous savez, la francophonie, la beauté de la francophonie et sa force, c'est qu'elle se conjugue avec d'autres langues. Le français est là, à la fois domine et est notre langue commune. Sur ces aspects-là, nous sommes d'accord. Mais évidemment qu'il n'y a pas de difficulté non plus à aller vers une reconnaissance des langues régionales ou des langues qui sont des langues qui véhiculent aussi un patrimoine qui est celui de la République également. Sur le front ukrainien, Anne Hidalgo, face à la Russie, il y a eu un 4e volet de sanctions européennes cette nuit. Vous affirmez, vous, qu'il faut aller plus loin. Vous êtes pour un embargo européen sur le gaz et pétrole russe. Mis à part les conséquences de très lourds effets, il n'y a pas d'unité européenne sur ce sujet. Est-ce que ce n'est pas illusoire ce que vous proposez ? Alors, il y a déjà une unité européenne et je m'en réjouis parce qu'il faut toujours saluer les avancées de cette unité sur la volonté de sanctions fortes pour attaquer, sur l'embargo. pour attaquer notamment Vladimir Poutine
un dictateur, je le dis, pour l'attaquer au portefeuille avec les oligarques. Sur la question de l'embargo, je suis favorable à cela parce que, évidemment, aujourd'hui, chaque fois et chaque jour, ce sont 700 millions d'euros qui sont versés en contrepartie du gaz russe. C'est de l'argent qui finance quoi? Les armes contre l'Ukraine. Oui, mais comment vous arrivez à convaincre? Alors, je vous cite juste Olaf Scholz, le chancelier allemand. Il dit « Il n'y a pas d'alternative à court terme à l'approvisionnement en énergie russe. Les importations d'énergie en provenance de Russie se poursuivront ». C'est clair. Alors, tout est dans le court terme et tout est dans la volonté d'avancer. Il y a au niveau européen aujourd'hui une situation nouvelle qui est intéressante. Il y a des intérêts défendus, là vous l'avez dit, par l'Allemagne qui est très dépendante, plus dépendante que nous encore du gaz russe. Mais il y a une possibilité, une capacité des pays européens, je pense bien sûr à tous les pays d'Europe du Sud, mais pas uniquement, d'avancer vers cette idée d'embargo. Ça veut dire aussi, évidemment, mais mettre si on n'est en pas place... tous d'accord. Oui, mais vous savez... mais c'est votre proposition, même s'il n'y a pas d'unité, vous dites... Avant d'être d'accord, il faut chercher l'accord, il faut convaincre, et c'est comme cela que fonctionne l'Europe. C'est ce qui a été fait lors du sommet européen à Versailles. Voilà, mais on n'y est pas arrivé. Oui, ça a été fait. En tous les cas, c'est ce qui a permis aussi, par exemple, d'aller vers ces sanctions financières qui n'étaient pas partagées par tous les chefs d'État européens. Ce qui me paraît très important, c'est effectivement s'engager dans cette volonté-là. Ce que je retiens aussi comme élément très positif, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'Europe de la défense, le fait que l'Europe puisse être unie, forte sur le plan économique et la condition aussi pour qu'elle ait une voix forte sur le plan diplomatique, et ça passe évidemment par une Europe de la défense. Donc il y a une nouvelle page qui s'ouvre malheureusement avec cette crise ukrainienne. Oui. Mais juste un point... Pardonnez-moi, sur l'Europe de la défense, c'est important ce que vous dites, mais est-ce qu'elle est vraiment née, cette Europe de la défense, quand on voit que l'Allemagne, justement, qui veut investir 100 milliards de dépenses militaires, se tourne vers des avions américain, pas bien rien. sûr, ça n'est pas rien. Intérêts. Et justement, il y a du boulot, parce qu'elle n'est pas encore née, cette Europe de la défense. Elle n'est pas mort-née, là? Non, elle est à construire. Vous savez, même l'idée d'Europe de la défense, c'était une idée qui était rejetée par beaucoup, qui était une idée, y compris pour les Allemands, qui était extrêmement compliquée. Juste si vous permettez un point, la question de l'embargo sur le gaz russe, elle doit s'accompagner évidemment de mesures pour permettre à nos concitoyens, je pense aux classes moyennes, aux catégories populaires, de pouvoir passer le cap, embargo ou pas embargo, de la hausse des prix de l'essence, de la hausse des prix des matières premières. Donc il faut, et je l'ai dit, un paquet de mesures, la baisse de la TVA plutôt que cette mesure. Franchement, quand il y a un plan de résilience à venir. Hein, oui, nous pouvons pas commenter, quand il faut répercuter des hausses, ça va tout de suite. Hein. Quand il faut répercuter des baisses, il faut attendre jusqu'au 1er avril, comme si c'était un petit poisson. Donc moi je propose une mesure immédiate qui est la baisse de la TVA sur l'essence à 5,5. Ça veut dire grosso modo, si vous avez une essence à 2 € le litre, elle est un peu au-dessus aujourd'hui, ça veut dire 1,76 le litre, et je plafonne évidemment ce prix à la pompe pour qu'il n'y ait pas que les pétroliers ne fassent pas une opération de passe-passe avec la baisse de la TVA. Sur l'énergie, est-ce que les difficultés là à se montrer unis justement par rapport à votre proposition d'embargo de la part de l'Allemagne, est-ce que ce n'est pas la preuve que l'Allemagne paye d'avoir renoncé au nucléaire et que la France, malgré quelques revirements récents, a fait les bons choix en misant sur le nucléaire et donc l'indépendance? C'est plus compliqué que cela, parce que la France n'a pas fait les bons choix. La France, par exemple, en matière d'énergie renouvelable, est restée à la traîne. Or, pour être indépendant sur le plan énergétique, il faut un mix énergétique. Ça veut dire qu'il faut plusieurs solutions et ne pas être dépendant d'une seule solution, y compris la solution du nucléaire, est une solution qui ne nous garantit absolument pas notre indépendance, puisque nous sommes... actuelle, oui, pardonnez-moi. Non, parce que nous sommes tributaires et nous sommes dépendants de l'uranium que nous ne trouvons pas en France. Donc il n'y a aucune énergie qui aujourd'hui garantisse une dépendance totale. On diversifie quand même nos sources d'uranium. Aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a plus que l'Afrique, la Russie, il y a le Canada, par exemple. Mais nous sommes dépendants de ces sources-là et ça ne fait pas du nucléaire une énergie qui garantisse notre indépendance. Ce qui peut garantir notre indépendance, et c'est vers ça qu'il faut aller, c'est plusieurs sources d'énergie. Le président Macron a fait le choix de tourner le dos aux énergies renouvelables.
On est les derniers de la classe en Europe. Nous sommes à 19% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Ça n'est pas acceptable. Ils misent tout sur le nucléaire qui est pour moi, qui n'est pas soumis aux aléas, contrairement à l'éolien au solaire, qu'on ne peut pas durablement stocker. Qui est aussi soumis à un certain nombre d'aléas qui sont notamment liés à la sûreté nucléaire, qui sont liés aussi au coût, à l'ensemble du coût de cette filière nucléaire qui n'est jamais complètement intégrée. On n'intègre pas la question du traitement des déchets, la question de Bure et du site de Bure n'est toujours pas réglée dans notre pays, donc il y a quand même un certain nombre de sujets. Pour autant, je ne propose pas de sortir brutalement du nucléaire. En 2050, je suis pour notamment ce que les experts ont proposé, notamment dans le rapport dit RTE. Il y a un scénario, le scénario 2, qui propose d'aller très très rapidement vers 100% d'énergie renouvelable. Et je fais du nucléaire. Madame Delvaux, qui est difficilement applicable. Trop aléatoire. Pardonnez-moi, sur les travaux des RTE, parlons-en, c'est important pour nos auditeurs. C'est le plus cher des scénarios, 60 à 80 milliards d'euros par an. Parce qu'on n'intègre pas tous les coûts concernant le nucléaire. Et surtout, il y a 4 conditions à remplir qui sont quasiment impossibles et inapplicables. Je vais aller au fond de ma pensée. Ce scénario qui dit 100% d'énergie renouvelable, je le prends. Est-ce que c'est 2050 ou 2060 la sortie complète du nucléaire? Il faudra être pragmatique. Le choix que je fais, c'est de dire il faut que on s'engage dans le grand carénage, c'est-à-dire que l'on prolonge un certain nombre de centrales nucléaires pour pouvoir faire justement ce passage vers les énergies renouvelables. Dans le nucléaire, il faut intégrer tous les coûts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, je vous dis quelque chose. Demain, les marchés internationaux à haute valeur ajoutée, les marchés du futur vont se développer sur les questions des énergies renouvelables. La France ne peut pas prendre ce risque de s'isoler sur une technologie que personne ne nous achètera. Les Américains ont leur technologie nucléaire, les Chinois ont piqué la nôtre, et l'Afrique, c'est pas là qu'on va développer le nucléaire. Donc nous serons enfermés dans une technologie, nous aurons empêché notre recherche, nos industries d'aller là où il faut aller pour les marchés d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire sur le renouvelable, et en plus nous n'aurons pas résolu les problèmes liés à la sûreté nucléaire. Donc c'est une énergie de transition. Simplement que le scénario était difficilement applicable selon les conclusions de RTE. Le scénario, vous savez, d'Emmanuel Macron qui vous explique qu'il va construire de nouvelles centrales, il n'est pas applicable non plus à court terme, ni même à moyen terme, et peut-être encore moins à long terme. Anne Hidalgo, plus largement, vous dites qu'il faut être intraitable avec Poutine. Et vous dénoncez la complaisance, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, le candidat de la France Insoumise condamne tout ce qui se passe. Pourquoi vous attaquez-vous à lui sur ce plan-là ? Je m'attaque à tous ceux qui sont complaisants avec les dictateurs parce que je pense que dans une élection présidentielle, celle que nous engageons, il faut être clair et les questions internationales, les questions relatives à qui sont nos alliés et qui sont au contraire nos adversaires sur la scène internationale doivent être tranchées clairement. Je considère que le fait de dire on est non aligné, c'est-à-dire ce qui n'existe pas, la France n'a jamais été du côté des pays non alignés, la France est un pays qui a une voix singulière dans le concert international parce que nous avons ce droit, ce siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc nous avons une voix importante. Nous sommes co-constructeurs de l'Europe. Ce que dit notamment Jean-Luc Mélenchon, c'est que pour lui, il y a d'abord une situation qui l'amène à considérer de la même façon le rapport aux États-Unis et le rapport à la Russie. Je ne suis pas d'accord. Je ne me trompe pas en ce qui concerne nos alliés, je ne prône pas la sortie de l'OTAN et je prône aussi quelque chose qui n'est pas du tout dans la proposition de Jean-Luc Mélenchon, une Europe forte et une Europe qui est forte et qui a aussi une Europe de la défense. Serrer la main d'un dirigeant autocrate. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que vous ne le feriez plus? Ce n'est pas le sujet de serrer la main. Vous voyez bien que des images ont été sorties et qu'on reproche à certains d'avoir serré la main à Vladimir Poutine. Je ne sais pas, je pense à vous avez bien vu, je me souviens par exemple à la mairie de Paris, le président El-Sisi, égyptien, qui n'est pas, j'allais dire, un tendre dans le domaine des droits de l'homme. Pour autant, on ne va pas vous dire vous êtes complaisante.
Ah, mais c'est pas ça la complaisance. La complaisance, c'est la position de fond. Bien sûr que quand vous avez une responsabilité officielle, comme j'ai en tant que maire de Paris, vous recevez un certain nombre de personnalités qui sont des personnes. Et je continuerai à le faire. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas pour la politique de la chaise vide. Je l'ai dit aussi quand certains ont appelé au boycott des Jeux en Chine. Je ne suis pas pour ce type d'attitude parce que je ne suis pas pour la politique de la chaise vide. En revanche, et prenons cet exemple, lorsque j'ai reçu, parce qu'en visite officielle, les chefs d'État passent aussi par la mairie de Paris, le président égyptien. On s'est posé la question. Beaucoup d'associations, notamment de droits de l'homme, m'ont dit il ne faut pas le recevoir. J'ai reçu les associations et j'ai dit je vais le recevoir et je vais lui parler franchement. Je vous assure que cet entretien avec le président Sissi n'a pas été le plus agréable je veux pas être de tous les entretiens. Madame Hidalgo, c'est pas qu'il a eu peur en sortant, en se disant je vais changer toute ma politique en Égypte. Sûrement pas, mais en revanche, je lui ai remis la liste des personnes qu'il devait libérer. Et j'ai parlé aussi au nom des associations, j'ai parlé des droits des LGBT. Ça l'a amené à être assez désagréable avec moi. Et donc, j'ai tenu le rang qui était le mien, c'est-à-dire lui dire, en matière de droits humains et en matière de libération des personnes qui étaient et qui sont pour certaines encore dans les geôles égyptiennes. Donc voilà ma façon de faire. Mais surtout sur la position internationale, le non-alignement, pour la France, ça n'existe pas. On marque une très courte pause. Anne Hidalgo, vous restez avec nous, l'honneur. Alors la campagne présidentielle porte évidemment sur la conquête de l'Élysée, mais elle porte aussi en ce moment sur la recomposition des différentes familles politiques qui composent la vie politique française. Recomposition à gauche, entre d'un côté Fabien Roussel, qui est la surprise de cette campagne, et de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon, qui peut espérer une qualification au deuxième tour. Quelle est la marque distinctive du Parti socialiste dans cette recomposition ? D'abord, le Parti socialiste, l'offre politique que je porte est celle d'une gauche républicaine, laïque, européenne. Comme Fabien Roussel ? Je pense que nous avons quand même quelques différences avec Fabien Roussel et le PC, notamment sur les questions européennes, mais pas que, sur d'autres sujets aussi. Donc je porte cette offre politique-là, et d'ailleurs c'est cette proposition politique qui est la mienne et celle qui permet en général à la gauche d'accéder au pouvoir. Ça a été le cas en France, mais c'est aussi le cas dans les autres pays européens. Nulle part ailleurs où la gauche gouverne, il ne s'agirait d'une gauche qui serait plutôt à l'extrême gauche de l'échiquier politique. C'est toujours une gauche réformiste. Je m'inscris dans les pas de cette social-démocratie, c'est-à-dire une gauche qui prône quoi ? Qui prône un équilibre, qui prône le fait qu'on s'engage résolument dans la transition écologique, qu'on en fasse un moteur du changement de notre économie, de notre industrie et de nos modes de vie, mais que l'on s'occupe et que l'on protège les classes moyennes des catégories populaires. Comment ? Avec, bien sûr, le travail qui doit mieux rémunérer, avec des services publics forts, je pense à l'école, je pense à l'hôpital, et cette gauche que j'incarne est aussi une gauche pour qui la démocratie doit respirer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cette offre politique-là, elle a sa pertinence, c'est cette gauche qui a toujours apporté dans le pays les grandes conquêtes sociales et démocratiques. Mais est-ce que cette gauche n'est pas écartelée aujourd'hui ? Je donne un exemple. Le Printemps républicain, qui représentait cette gauche laïque, cette gauche attachée à la question sociale et à la laïcité, migre aujourd'hui, c'est annoncé à tout le monde dans les prochains jours, chez Emmanuel Macron. De l'autre côté, le candidat à gauche aujourd'hui qui incarne la laïcité, on le voit, ce n'est pas le Parti socialiste, à tout le moins chez la plupart des commentateurs, c'est le Parti communiste de Fabien Roussel. Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça. Ceux qui se tournent aujourd'hui vers Fabien Roussel le font sur la question de la laïcité. Mais non, je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Mais je le dis néanmoins, pardonnez-moi, je ne suis pas le seul à le dire, vous pardonnerez. Vous n'êtes pas le seul à le dire, mais enfin, on ne peut pas laisser dire des choses comme ça. En tout cas, je ne les laisse pas dire. Je suis cette gauche laïque et j'ai jamais varié. Et Fabien Roussel, ce qui est très bien, fait un tournant sur la question de la laïcité pour son organisation politique. C'est très bien et je ne le regrette pas, mais enfin bon, la constance sur les questions de laïcité, je les porte. Mais surtout, il y a entre Emmanuel Macron une droite libérale, une droite qui considère qu'il faut continuer à faire peser tous les efforts sur les classes moyennes et les catégories populaires, une droite, Emmanuel Macron, qui veut réformer, dit-il, régresser les retraites, c'est-à-dire faire travailler jusqu'à 65 ans tout le monde, y compris les plus fragiles, c'est-à-dire faire travailler pour vivre moins. Ça, c'est la
droite. Et de l'autre côté, il y a une gauche qui est une gauche, je dirais même pas radicale, une extrême gauche qui vous prône la protestation, la révolution, le non-alignement sur le plan international, et il y a cette gauche républicaine, laïque, européenne que je porte et qui est justement cette gauche qui peut permettre les grandes réformes, les grands progrès dans le pays. Mais qui pourrait disparaître. Le Parti socialiste risque l'anéantissement de sa capacité de projection nationale. Il y a beaucoup de gens qui depuis des années projettent, projettent la fin de cette gauche-là. Si le Parti socialiste fait vraiment 2 ou 3%, vous jugez que c'est un échec global, laissez nos concitoyens choisir. Une chose est claire, vous savez, la plupart des sociodémocrates, des partis socialistes en Europe ont connu ces périodes de grandes difficultés. Souvent, d'ailleurs, ils les ont connues avant nous, après 2008, après la fin de la crise financière. Qu'est-ce qui s'est passé? Du temps pour se reconstruire, des débats, peut-être des fractures, des clarifications. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais quand Jean-Yves Le Drian dit qu'en tant qu'homme de gauche, il se rallie à Emmanuel Macron... C'est un homme de droite. Écoutez, moi, tous ces anciens camarades... Donc ce n'est plus un homme de gauche. Mais non, mais ce n'est plus un homme de gauche. Quelqu'un de gauche ne peut pas accepter que l'on fasse cette violence sociale que l'on va faire, notamment aux plus fragiles, aux personnes qui ont des emplois difficiles, qui triment toute leur vie et qui vont voir leur âge de départ à la retraite reporté à 65 ans, c'est-à-dire à un moment où il ne leur restera quasiment plus d'espérance de vie. Vous ne pouvez pas être de gauche et accepter cela. Vous ne pouvez pas fermer les yeux à un gouvernement qui, celui d'Emmanuel Macron, a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, mais qui, dans le même temps, a aussi affaibli les droits des personnes, notamment sur les allocations logement. Ça n'est pas être de gauche. Alors, pour vous, Emmanuel Macron, c'est la droite. Bien sûr que c'est la droite. Un deuxième tour qui pourrait se présenter entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, c'est un scénario qui est envisageable, vous en conviendrez? Non, absolument pas. Non, je crois un peu plus que vous, Emmanuel Macron. Écoutez, d'abord, je ne sais pas comment vous envisagez les choses. Par les sondages sans aucun doute, mais je n'envisage pas ce scénario. Mais s'il se présentait... tous les cas, je ne me mets pas dans ce type de perspective, je fais tout pour convaincre et pour être au second tour. Mais n'est pas le vote utile à gauche, Absolument pas. Mélenchon. D'ailleurs, vous savez, c'est une très bonne question, s'il avait été un vote utile dès 2017, quand même, lui, Jean-Luc Mélenchon fait le choix de ne pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça, pour moi, c'est déjà un petit sujet, parce que la gauche dont moi je viens et que j'incarne est une gauche qui a toujours dit non à l'extrême droite. Mais toujours. Elle a toujours été là. Même quand c'était pas facile, toujours là contre l'extrême droite. Donc ça, Jean-Luc Mélenchon, je pense, a fait à ce moment-là une erreur, vraiment même une faute politique. Ensuite, il avait 5 ans. Il avait 5 ans pour essayer de construire autre chose. Qui a empêché les rapprochements de la gauche? Qui a empêché le fait qu'il puisse y avoir, à un moment donné, un rassemblement, une discussion? C'est quand même lui et son mouvement. Vous lui reprochez son non-choix à Anne Hidalgo. Donc, je reproche rien, je vous dis ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'imaginer, après, quelque chose avec Jean-Luc Mélenchon pour reconstruire la gauche? Non, parce que s'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Et donc moi, je considère que oui, il y a cette élection. Je pose dans cette élection une proposition qui est d'ailleurs une façon de revenir à ce besoin et cette protection que nous portons, nous, les socialistes, vis-à-vis des classes moyennes et des catégories populaires. Et c'est autour de cette idée-là, avec cette gauche moderne, avec cette gauche aussi qui est portée par qui? Beaucoup de citoyens de tous les âges, mais beaucoup d'élus locaux qui sont en responsabilité. Et cette gauche-là, eh bien, elle se relèvera, elle portera aussi dans les semaines, les mois qui viennent, au-delà de cette élection présidentielle, elle portera aussi un espoir et une renaissance. Vous avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, par rapport à la gauche, mais si vous vous ralliez à lui, c'est comme ça que la gauche peut aussi renaître, c'est ce qu'il pense. Jamais les dynamiques ne se créent par des ralliements de cette nature. Les dynamiques, elles se créent comment? Par le débat citoyen, par la discussion, par le rapprochement, bien sûr, sur des idées, par le respect de ses partenaires. Elle se crée de cette façon-là, Vous la l'avez dynamique. suffisamment attaqué pour qu'il juge que le respect n'est peut-être pas là. Parce qu'il y a des différences. Vous savez, moi, j'attaque jamais les personnes. Je dis
simplement que je ne suis pas de cette gauche-là qui a pris aussi ses distances, disons-le, avec les questions de laïcité, avec les questions républicaines qui me sont extrêmement chères. Le président républicain, par exemple, auquel vous étiez attaché, je crois, qui va soutenir Emmanuel Macron, à ce qu'on en comprend, il passe à droite. Est-ce qu'il passe à droite? Oui, en tous les cas, le fait de soutenir Emmanuel Macron, c'est soutenir un candidat de droite. Il y a pas, vous pouvez essayer de couper les cheveux en quatre. Il n'y a pas d'autre définition du programme d'Emmanuel Macron que celle-là. Regardez, je reviens toujours à la question des retraites, mais je pourrais aussi vous parler de l'école. C'est quoi le dessein d'Emmanuel Macron sur la question de l'école? C'est sa privatisation, c'est casser le service public, c'est affaiblir le service public de l'éducation auquel je suis très attachée parce que pour moi c'est un pilier fondamental de l'égalité républicaine. Je ne serais pas là, je viens d'un milieu populaire, je suis fille d'ouvrier, je suis née en Espagne, j'ai obtenu la naturalisation française à l'âge de 14 ans. Je ne serais pas là en train de vous parler en tant que maire de Paris et candidate à cette élection présidentielle si je n'avais pas eu la chance de bénéficier de l'école publique, laïque, gratuite française dans mon parcours. Et c'est ça qui est en train d'être abîmé par qui? Par un candidat de droite. Oui, parce que c'est de droite que de considérer que le service public ne sert à rien ou qu'il faut le réduire pour qu'il ne soit simplement proposé qu'aux plus pauvres et aux plus fragiles, tous les autres pouvant aller vers le privé. Ce n'est pas ma vision, ni de la République, ni de la France. C'est une vision de gauche républicaine que je porte. Emmanuel Macron porte une vision de droite libérale. Et la meilleure façon d'en parler... J'ai pas dit qu'il n'était pas républicain, j'ai dit qu'il était de cette droite libérale. Et donc, cette vision-là n'est pas la mienne. Et je pense qu'elle est dangereuse, très dangereuse pour notre pays qui est déjà fracturé, qui est rincé de toutes ces crises qu'on a vécues et qui pourtant, ont été très mal gérées. Des intentions de vote aujourd'hui vont pour le candidat Emmanuel Macron. Le résultat. Parce que vous savez, on peut parler des intentions, on peut parler de tout ça. La seule chose qui compte, le seul juge de paix, c'est l'électeur. Ne et nie c'est ça, le bulletin de Madame vote. Higuel, on regarde avec lucidité ce qui se passe. Moi, je regarde aussi avec lucidité et j'entends avec lucidité ce que me disent mes concitoyens. On marque une très courte pause. Alors, Anne Hidalgo, vous avez reproché au gouvernement tout à l'heure sa ristourne carburant, proposant à la place, dites-vous, une baisse provisoire de la TVA à 5,5. Alors, il y a aussi ce risque, une baisse provisoire, c'est toujours difficile d'ailleurs de la remonter. Mais plus généralement... À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Plus généralement, à long terme, Emmanuel Macron explique à la fois pour une question de financement et puis de pouvoir d'achat pour les Français, il faudra travailler plus. Et il fait cette proposition de retraite à 65 ans que vous avez tout à l'heure critiqué. Et vous dites statu quo, retraite à 62 ans, qui présente a priori tous les inconvénients, puisqu'il y a le problème de financement à long terme et ça ne répond pas à l'aspiration des Français. Peut-être consultez-vous les sondages. Avez-vous vu que les plus de 2 tiers d'entre eux souhaiteraient qu'on revienne à 60 ans. Pourquoi ce 62 ans, ce statu quo? Tout d'abord, sur la soutenabilité financière de notre régime de retraite, le rapport du Conseil d'orientation des retraites est très clair. Il n'y a pas un problème de soutenabilité. Il y a un problème d'injustice dans ce régime de retraite avec des gens qui sont rentrés dans la vie professionnelle tôt, qui ont des métiers pénibles. Un métier pénible, c'est quoi? C'est par exemple une femme qui travaille auprès de personnes âgées dans un EHPAD ou à domicile, qui porte toute sa journée des charges, et bien à 50 ans, votre dos, il est complètement cassé. C'est par exemple un ouvrier ou une ouvrière qui travaille exposé à des produits chimiques. Votre espérance de vie, elle est de 6 années inférieure à celle d'un cadre. Donc il y a un sujet dans notre régime de retraite qui est d'abord cette question de ce qu'on appelle la pénibilité. Qu'a fait Emmanuel Macron en 2017, en septembre 2017, donc juste après son élection? La première chose, une des premières lois qu'il prend, c'est quoi? C'est supprimer ces critères de pénibilité. C'est-à-dire tout ce qui pouvait permettre à des gens qui ont des travaux pénibles, qui vivent moins longtemps, dont l'espérance de vie est moindre, c'est leur retirer ce droit, cet élément fondamental qui leur permettrait de partir plus tôt. Moi, qu'est-ce que je propose? Je ne touche pas à l'âge de la retraite aux 62 ans, parce que je pense qu'effectivement, vous, moi, un certain nombre de personnes qui n'ont pas des travaux pénibles, qui ont un travail qui leur plaît, qui
qui rémunèrent, etc., ne sont pas avec une espérance de vie bien supérieure à celle des ouvriers, on n'a pas un problème particulier. En revanche, je fais en sorte que les personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui sont dans ces travaux pénibles, je rétablis d'ailleurs ce qu'avait supprimé Emmanuel Macron, ces fameux critères de pénibilité, que eux puissent partir même avant 60 ans. Les critères essentiels, ceux qui permettaient justement au plus grand nombre, il y a 4 critères qui ont été supprimés, ces critères-là, je les réintroduis pour permettre, y compris à ces personnes, de pouvoir partir avant 60 ans. C'est-à-dire que les personnes qui ont eu ces métiers pénibles, qui ont cette espérance de vie nettement inférieure à celle des autres. Vous ne touchez pas au système, simplement vous je ne touche pas, mais je rétablis. Et je remets de la justice, parce que ce système est injuste. Je le dis souvent, je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'un milieu ouvrier, j'ai vu mourir autour de moi, mes proches, dans ma famille, des hommes à 60 ans, à 61 ans, qui n'ont pas pu profiter de leur retraite, qui étaient fatigués, qui avaient des maladies professionnelles. 62 ans. Et donc, non, je viens de vous expliquer, Sonia Mabrouk, que pour ces personnes-là, c'est même avant 60 ans. D'accord ? Mais je maintiens, bien sûr, les 62 ans. Pourquoi ? Parce que, vous savez, on peut vous dire, on va raser gratis et on va faire dire à 60 ans. En fait, je rétablis, oui, la retraite à 60 ans, voire même avant 60 ans, pour les personnes qui ont eu ces métiers pénibles. Et je fais en sorte, parce que là aussi, il y a une immense hypocrisie, notamment du gouvernement, sur la question du travail des seniors. Et quand vous dites 65 ans, vous savez très bien qu'aujourd'hui, à partir de 55 ans, il y a une baisse du taux d'emploi des seniors, et en fait, on fait mais quoi ? Il progresse à mesure qu'on repousse l'âge légal. Anne Hidalgo, les chiffres sont clairs. À 62 ans, porté à 60 ans, à 64, on part à 62. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le taux d'emploi des seniors, le taux d'emploi des seniors, c'est pas vrai ce que vous dites. Le taux d'emploi des seniors, vous vérifiez, c'est les chiffres de l'INSEE. Le taux d'emploi des seniors. Vous contestez les chiffres de l'INSEE, je vous dis que le taux d'emploi des seniors est très faible dans notre pays à partir de 55 ans. Et qu'est-ce qui se passe ? On transfère. Mais il augmente à mesure qu'on part plus tard. Mais je vous dis, il est très faible, et en fait, il y a une opération de passe-passe qui fait qu'on transfère vers l'assurance chômage le coût du régime d'assurance retraite. Pour remonter le taux d'emploi des seniors ? Pour remonter le taux d'emploi des seniors, il faut d'abord travailler, bien sûr, avec les entreprises, améliorer les conditions de travail, faire en sorte qu'à 55 ans, les entreprises gardent leurs salariés, que ces salariés... Vous leur forcez la main ? Vous les obligez à les garder ? Non, on leur fait prendre conscience qu'ils ont besoin de ces gens-là. On met en place, par exemple, vous savez, moi j'ai une mesure qui est la généralisation de l'alternance pour des formations en alternance pour tous les jeunes en formation après le bac. Ça veut dire quoi ? Que dans les entreprises, on aura besoin aussi de ces seniors pour accompagner ces jeunes, transmettre les compétences, les savoir-faire dans les entreprises. Il y a une façon, évidemment, de pouvoir maintenir et développer ce taux d'emploi des seniors dans les entreprises. Un certain nombre d'entre elles le font, et tant mieux, mais il faut aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'est un transfert vers l'assurance chômage auquel on assiste. Et je vous le dis, cet âge de la retraite à 65 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de nos concitoyens, ceux qui ont eu des vies difficiles, qui en ont bavé, qui sont dans des métiers difficiles, ne profiteront pas de la retraite. Aujourd'hui, vous avez un quart des travailleurs pauvres qui meurent avant 62 ans. Un quart des travailleurs pauvres qui meurent avant 62 ans. Donc on repousse l'âge de la retraite à 65 ans, ça c'est la volonté d'Emmanuel Macron, d'ailleurs très conseillé et poussé par Éric Woerth et beaucoup d'autres, qui sont, comme chacun le sait, des gens de gauche, voilà, enfin je blague, parce que voilà, des gens bien de droite, et on repousse cet âge à 65 ans, ce qui veut dire que beaucoup de nos concitoyens seront morts avant de pouvoir exercer, bénéficier de ce droit essentiel à avoir une autre vie, à profiter de ses petits-enfants, à profiter de la vie, à respirer un peu après une vie de labeur. On vous entend sur vos propositions depuis un certain temps sur notre antenne, et pour donner envie de voter pour vous, je vous ai entendu utiliser cet argument, je vous cite: « Vous avez eu ce que j'ai fait pour Paris, si vous voulez que ce soit fait pour la France, votez pour moi. » Je vous vois sourire. J'ai pas vraiment dit ça, parce que vous savez... Non, ça c'était Jacques Chirac qui disait « Je ferai pour la France ce que j'ai fait pour Paris. » Est-ce que vous reprendriez justement cet argument-là ? Est-ce que vous pensez qu'il est je reprends pas cet argument pour votre campagne ? Je reprends pas cet argument. Mais pourquoi ? Parce que Paris n'est pas la France. Attendez.
laissez-moi terminer. Non, mais Paris n'est pas la France. Paris n'est pas la France. Et par exemple, des solutions en matière de mobilité que je prône à Paris et dont je suis fière et dont les Parisiens m'ont rendu grâce puisqu'ils m'ont réélu, ce ne sont pas des solutions qui sont applicables en Corrèze. Il n'y a pas un métro à moins de 10 minutes à pied de chez vous. Mais la candidate Anne Hidalgo s'éloigne de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Non, mais en revanche, que je dis effectivement aux Françaises et aux Français, j'ai des preuves de ce que je dis et de ce que je fais. J'ai des preuves de mon engagement, de mon honnêteté, de mon engagement et de mon action sur les questions climatiques, de mon engagement aussi sur les questions sociales pour essayer d'avoir une ville ici plus juste. Donc j'ai des preuves de cette action. Je dois d'ailleurs être une des rares à avoir des preuves de cette action puisque je suis en responsabilité dans une grande collectivité où on peut voir le lien entre ma parole et mes actes. Donc ça, oui. Comme Valérie Pécresse. Oui, c'est vrai, vous avez raison, elle aussi. Et d'ailleurs, mais je note que vous ne reprenez plus l'argument. Mais je ne l'ai jamais pris. C'était l'argument. Non. C'est l'argument de Jacques Chirac. Non. C'est l'argument de Jacques Chirac. Je vous ai vu en vidéo le dire. Attendez, je vous réexplique si je n'ai pas été assez claire. Si je n'ai pas été assez claire, je suis très fière du bilan et de la façon dont Paris aujourd'hui est une ville qui compte à l'international, une ville moderne, une ville qui a su justement équilibrer cette question du changement climatique dans laquelle nous nous sommes engagés, nous sommes reconnus pour cela à l'échelle internationale et j'ai quand même un certain nombre de reconnaissances, y compris de l'ONU sur ce sujet. Et puis c'est une ville aussi qui a su, par exemple une politique du logement et du logement social, faire place à ces classes moyennes et ces catégories populaires que le marché ne laissait pas vivre dans une ville comme Paris. Et puis sur le plan démocratique aussi, je crois que cette ville a su trouver des espaces de respiration. Nous sommes par exemple le plus grand budget participatif au monde. Tout ça, j'en suis extrêmement fière et ce sont des preuves de mes actes et de la philosophie qui est la mienne. Mais évidemment que chaque territoire dans notre pays a des particularités et qui suppose aussi des politiques différenciées. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée Anne Hidalgo. Merci. Et nos auditeurs également.